Bonsoir, je vais juste dire quelques mots pour introduire Odile Tomner-Guilliti, qui a partagé la vie et le combat de l'écrivain camerounais Mongo Betty, qui n'a eu de cesse de dénoncer le colonialisme, notamment par rapport au Cameroun, son pays qu'il connaissait très bien. Ensemble, ils ont fondé et dirigé une revue. Donc, à présent, je pense qu'on peut commencer avec plusieurs questions sur la thématique, sauf si tu veux dire un mot en plus pour te présenter, Odile. Non, c'était suffisant et on va intégrer tout ce qu'on a à dire dans les développements qui vont être autour des questions qu'on va traiter. Donc, puisqu'on a choisi de poser des questions. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a 4 grandes questions qui sont les questions qu'on me pose habituellement sur les thématiques des médias. On a choisi de lui poser ce soir pour qu'elle puisse détailler cette thématique. Alors, la première question, puisque j'ai évoqué dans mon introduction plusieurs thèmes, la France-Afrique, le néocolonialisme ou d'autres thèmes, c'est des questions qu'on ne retrouve pas assez dans les médias au regard de beaucoup de militants que nous sommes, mais donc on peut penser à la censure. La première question, c'est la censure officielle en France. De quand ça date? Il y a beaucoup de personnes jeunes comme moi ici qui ne l'ont pas connue ou qui ne pensent pas l'avoir connue. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de censure officielle? Oui, bah, la censure est aussi vieille que les écrits, hein, à partir du moment où il y a eu des gens qui exprimaient des opinions, il y a eu d'autres personnes qui essayaient de les empêcher d'exprimer leur opinion. On a d'abord brûlé les non-conformistes, après on s'est contenté de brûler les livres, et c'est une attitude constante, et l'histoire de la censure, là, c'est une bataille autour de la liberté de la presse et la bataille du XIXe siècle, et ça aboutit à cette loi sur la presse, puisque cette loi sur la presse qui en principe réprime la diffamation, puisque la liberté d'écrire, c'est la liberté d'écrire ce qui est exact. Donc la limite de la liberté de la presse, c'est la diffamation, voire le mensonge. Mais ceci est tout à fait facile à cerner, puisque c'est l'objet d'une démonstration. Mais la censure politique est insidieuse, elle se fait par bien d'autres biais, et il faut remarquer qu'en même temps qu'il y a eu une lutte anticolonialiste, et en même temps, et même une lutte contre le néocolonialisme, et il y a eu une censure très féroce contre les écrits anticolonialistes en France. Et ça, comme il y a une censure de la censure, les gens le savent peu. En effet, je vais me limiter aux exemples des années 60 et 70. Vous avez eu toute une série d'interdictions qui ont frappé les publications, notamment qui étaient faites chez Maspero, puisqu'il était le seul à avoir le courage de publier certains livres. Et cette censure a frappé Maba sur le Cameroun de Mongo Betty, ça a frappé l'ascension de Mobutu de l'avocat belge Jules Chaumet, et cela a frappé également des numéros particuliers, parce que Maspero publiait une revue qui s'appelait La Tricontinentale, et certains des numéros de sa revue ont été censurés, et qui s'appuyaient sur un décret de 1939, un simple décret, qui donnait la latitude de censurer tout écrit de provenance étrangère. Alors on voit qu'une telle disposition est quasiment extensible à l'infini, puisqu'on peut toujours, n'importe quelle dépêche de Reuters, c'est un écrit de provenance étrangère, il peut être censuré. Donc c'était une disposition extrêmement élastique, et elle devait, et comme elle s'attaquait, elle touchait quand même une loi fondamentale, la loi de la presse de 1885, ce décret devait être discuté et ratifié par une loi au Parlement, mais le Parlement en 1939 a été dispersé en 1940 avant d'avoir pu ratifier, sanctionner cette disposition, qui était donc une disposition transitoire et qui n'avait pas force de loi. Et le régime de la Ve République a exhumé ce décret d'une légalité assez problématique pour saisir tout ce qui ne lui plaisait pas
dans les écrits sur la politique africaine de la France. Et en particulier, effectivement, sur Mobutu, qui était ce dictateur zaïrois qui a tué les grands leaders de l'indépendance du Congo et qui a exploité et ruiné cet immense pays du Zaïre. Donc l'interdiction, la France à ce moment-là étendait sa domination non seulement sur ses anciennes colonies propres, mais elle s'était installée dans les anciennes colonies belges francophones, et c'est la France qui est intervenue militairement à différentes reprises, en particulier en 1978, quand la Légion des Paras a sauté sur Kolwezi, fait d'armes assez mémorable, qui était pourtant qui s'est soldée par un massacre de ces révoltés zaïrois qui voulaient chasser Mobutu. Donc il fallait rien dire sur tout ça. En France, l'ignorance était totale sur ce qui se passait en Afrique. Le livre de Mongo-Betty, c'était difficile de le frapper comme écrit de provenance étrangère, puisque Mongo-Betty était professeur agrégé dans un lycée français, ce qui supposait évidemment qu'il avait la nationalité française depuis qu'il existait du point de vue des papiers, puisqu'il n'a jamais demandé à avoir des papiers français, mais la colonisation française au Cameroun, qui a traité le Cameroun comme une colonie française, cette colonie avait dans la Constitution de 1945 des représentants dans la communauté française, ils avaient des députés à l'Assemblée de la communauté. Bref, quand les habitants de cette colonie circulaient, c'était avec un passeport bleu français. Donc il n'avait jamais eu que ce genre de papier, il avait passé des concours de la fonction publique française, et puis tout à coup on découvre, en 1972, que le livre qu'il vient d'écrire est de provenance étrangère. Et le livre est saisi donc par décret de Marcellin, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là, et à l'instigation, on le sait maintenant, par les confidences de Focard dans ses souvenirs avec Philippe Gaillard, où il avoue avoir été l'instigateur, avoir fait demander d'ailleurs par l'ambassadeur du Cameroun en France, fait demander l'interdiction du livre de Mongo-Betty. Et il s'en est ensuivi une longue bataille judiciaire pour Maspero et Mongo-Betty ont fait des procédures pour démontrer que ce décret était illégal et ne reposait sur aucun fondement de droit. Et ça a pris presque 10 ans, de 72 jusqu'à 76 et au-delà, pour mener les différentes procédures pour démontrer l'illégalité de ce décret. Ça a été très dur et on a gagné. On a gagné et le procès s'est terminé par le procureur a dit bon, l'État s'est trompé. C'est-à-dire que c'était une manœuvre d'intimidation, mais quand vous portez les choses, quand vous vous battez sur le terrain du droit, si vous ne dites rien, tant pis pour vous. Et la bataille juridique nous a démontré amplement, qu'il le veuille ou non, que le décret était entièrement illégal. Ça s'est terminé quand ? En 1976, et à ce moment-là, Maspero a refait une édition du livre en 1976. Entre-temps, le livre avait été réédité au Canada, et vraiment, ça a été toute une épopée, toute cette bataille autour du livre de Mongo-Betty. Mais ce qui est certain, c'est que la censure a persisté parce que lui qui était romancier, qui dans sa vie a écrit 16 romans, qui avait fait des romans très précocement et des romans extrêmement forts, n'a plus jamais eu ce livre, même pas sur le Cameroun, et il y a des critiques camerounais qui l'ont très bien montré dans leurs travaux, a été pour lui le suicide littéraire en quelque sorte, puisque plus jamais on n'a parlé d'aucun de ses livres en France. C'est-à-dire qu'on serait passé d'une censure officielle à une sorte de censure officieuse par des oui, moyens et puis, de je vais dire tout à l'heure, effectivement, là, il y a la censure ouverte, où un livre est interdit, et puis la censure la plus efficace. La censure la plus efficace, c'est la censure par le silence. Silence sur la censure elle-même. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est que dans nos pays qui se flattent, et en la France en particulier, d'être de
soutenir la liberté d'expression, etc. Vous avez des protestations tonitruantes quand on attaque un livre, et à ce moment-là, tout ce que l'intelligentsia compte de grande conscience vient hurler à la censure, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que, et on va voir que ça se renouvelle dans beaucoup de circonstances quand il s'agit de l'Afrique, ça n'a touché personne. Ça n'a scandalisé, cette censure n'a scandalisé aucun intellectuel en France. Personne n'a élevé la voix pour protester contre cette censure. C'est vraiment, et cela c'est tout à fait, c'est quelque chose qui est essentiel en France. Et on va voir peut-être tout à l'heure pourquoi. Vous n'avez pas les droits de l'homme, la liberté d'expression, les droits de l'homme, etc. C'est bon pour tout l'univers, sauf pour les Africains. Alors, vous avez cette censure, effectivement. Un autre cas de censure, toujours dans l'histoire de ce qui est écrit sur l'Afrique, et plus récent, et qui a été lié au combat de survie, c'est le procès qui a été fait, l'effort pour censurer par un procès le livre de François-Xavier Verschav, Le Noir Silence. 3 chefs d'État africains, en effet, ont porté plainte pour offense contre, c'était donc le Gabonais Omar Bongo, le Congolais Sassou Nguesso et le Tchadien Idriss Déby. Et alors c'est une disposition également assez peu favorable à la liberté d'expression qui existe dans le droit français, qui date de la fin du XIXe siècle. C'est le délit d'offense à chef d'État. Et les présidents français De Gaulle a utilisé cette disposition du droit, mais Giscard d'Estaing dit qu'il ne s'en servirait jamais, et les autres présidents non plus ne l'ont pas fait, pour la bonne raison, peut-être pas par générosité, mais pour la bonne raison que c'est parfaitement ridicule. Puisque, qu'est-ce qu'on va qualifier d'offense? On ne peut même pas se défendre. C'est qualifié de diffamation, c'est clair, c'est susceptible de preuve. Mais offense, qu'est-ce qui est offense? Comme on dit également que la vérité offense, le simple fait de dire la vérité est déjà une offense. Donc, c'était quelque chose d'imparable en quelque sorte. Et c'était assez effrayant, effectivement, d'être inculpé pour offense. Et le procès a été exemplaire parce que il y a eu de très nombreux témoignages pour apporter la preuve que, pour témoigner, il n'y avait même pas d'offre de preuve, mais pour témoigner que les opinions qui étaient émises dans ce livre étaient peut-être des opinions sévères, mais qu'elles étaient parfaitement justifiées. Et aussi bien en première instance qu'en appel, avec des motivations un petit peu différentes, les plaignants ont été déboutés au fait justement qu'il y avait une incompatibilité entre cette disposition de la loi et la liberté d'expression, puisque c'est une loi qui revient à l'interdiction de critiquer. Et on s'est appuyé sur le droit européen même, qui garantit la liberté d'expression, et qui inclut évidemment la liberté de critiquer. Alors, on a gagné 2 fois. On a gagné contre cet effort pour museler une association, et en général, une condamnation avec des dommages par des gens extrêmement puissants qui aurait pu tuer l'association du même coup. Donc cet effort, c'est constant, et à des dizaines d'années, c'était en 72 pour le livre de Mongo-Betty, c'était en 2000 pour le livre de François-Xavier Verschav. Par conséquent, vous voyez que à presque 30 ans, et pendant ces 30 ans, vous avez eu cette disposition d'interdiction d'expression de tout ce qui touche l'Afrique. Vous avez, quand certains audacieux et imprudents, comme Mongo-Betty ou François-Xavier Verschav, violent cette interdiction tacite de s'exprimer sur l'Afrique, eh bien, ils sont l'objet de poursuites
d'attaques violentes venant des gouvernants eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'il y a de si dangereux à dire sur l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler? Pourquoi est-ce qu'il y a cette interdiction de s'exprimer et qui est vraiment qui s'est fait en catimini, puisque par-dessus, officiellement, nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Alors ça, c'est une première censure. Et alors l'autre censure, l'autre aspect de la censure, c'est évidemment le silence. Le silence qui est peut-être la plus efficace des censures, parce qu'une censure judiciaire, on en parle, et donc souvent une censure judiciaire attire l'attention sur les problèmes qui sont en cause, et l'effet de la censure est inverse, puisqu'elle amène à parler de ce dont on voudrait qu'on ne parle pas. Mais la plus grande censure, évidemment, oui, qui fait un peu de bruit, la plus grande censure, la censure essentielle, c'est la censure du silence. C'est en ne parlant pas des choses, je ne sais pas si ça marche, celui-là. Ça marche, d'accord. Non, ça va, parce que je le... Et c'est évidemment ne pas parler. Et pour ça, alors, toutes les études qui sont faites sur la place des événements africains dans l'information en France, elle est quasi nulle. Elle est quasi nulle, et on en aura évidemment, on en a des exemples absolument quotidiens. Dans une conférence où on parlait de ça justement, et où il y avait des journalistes, il y a une journaliste qui nous avait dit, mais de toute façon l'Afrique n'intéresse pas les Français. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que ça n'intéresse personne. Monsieur, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, Védrine, lui aussi, dans un débat où j'étais avec lui, plus vulgairement, il disait les Français se foutent de ce qui se passe en Afrique. Alors, c'est ce que nous avions dit à la journaliste, c'est comment se fait-il que, à ce moment-là c'était une actualité, on nous abreuve pendant 8 jours des manifestations et des débats autour des élections en Ukraine. Est-ce que vous croyez que l'Ukraine passionne les Français? Alors pourquoi leur imposez-vous 8 jours de commentaires, de reportages sur les élections en Ukraine? Donc vous voyez bien que c'est absurde de dire qu'on impose aux Français tout ce qu'on veut. Il faut qu'ils s'occupent de la Lettonie, il faut qu'ils s'occupent de l'Ukraine, on leur dit tous les linéaments des conflits en Lettonie, etc. Ça les intéresserait tant que ça. Et ils ne s'intéresseraient pas à l'Afrique, ou pas du tout à l'Afrique, où la France a une présence quand même prégnante. Toute la présence française est évidente, la présence, les liens que la France entretient avec l'Afrique sont tellement évidents, mais c'est justement à cause de ces liens inavouables qu'il ne faut surtout parler de rien. Et c'est là qu'on prend évidemment les gens en flagrant délit de langue de bois et de discours mystificateurs. Il y a bien des journalistes qui voudraient prendre la parole sur ces questions-là, pourtant. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, je ne pense pas que... il y a eu des intellectuels français, il y a eu de grands intellectuels français qui ont voulu s'exprimer sur l'Afrique, il y a eu des journalistes aussi, on les compte peut-être sur les doigts d'une seule main. Je pense à Suré Canal, qui a été lui-même, dans sa carrière, rayé des cadres de l'éducation nationale pour être resté dans la Guinée, qui avait voulu son indépendance totale, qui ne voulait pas appartenir à la communauté française, qui est une liberté, et on avait rétorqué en retirant tous les fonctionnaires français présents en Guinée à ce moment-là, et Suré Canal n'avait pas voulu revenir parce qu'il avait un poste, il avait des responsabilités, il n'a pas voulu les quitter pour ne pas nuire au jeune État, et il a été rayé des cadres de la fonction publique française. Plus anciennement, vous avez la préface que René Maran a fait à son roman Batouala en 1921. René Maran était un administrateur des colonies, c'était un Guyanais
qui était administrateur des colonies et qui était en Oubangui-Chari. Et il a fait une préface virulente pour témoigner de l'expérience qu'il avait, et c'était une expérience sanglante, et où il dit « civilisation, tu n'es pas un flambeau, tu es un incendie hein, ». Donc où il s'élevait contre les méthodes de la colonisation, et qui lui aussi a été exclu, il a été rayé des cadres de la fonction publique, il a été radié, il a été expulsé. Donc il y a des gens qui s'expriment, effectivement, à leurs risques et périls, et en général, on leur fait passer le goût de s'exprimer. Mais ils sont très très peu nombreux, très peu nombreux. Césaire a fait un discours sur le colonialisme. Césaire, le fameux discours sur le colonialisme, qui est admirable, hein, le discours qu'il a publié dans les années, je pense, 55 peut-être, le discours sur le colonialisme. Et lorsque, en 1996, je crois, j'exerçais encore comme professeur de lettres à ce moment-là, on a eu au programme 2 œuvres de Césaire, le discours et le cahier du carto au pays natal. Eh bien, il y a eu immédiatement des interventions, des questions orales des députés de droite à l'Assemblée nationale pour manifester leur indignation de voir qu'on étudiait dans les classes une œuvre qui disait du mal de la France. Et cette œuvre, qui devait rester 2 ans au programme, a été subrepticement enlevée par une décision du ministre de l'Éducation nationale, qui était Bayrou à ce moment-là, en juillet, quand tous les profs sont en vacances. Et en juin, on nous disait le programme c'est Césaire, bien sûr, parce que ça reste 2 ans. Et en septembre, on nous disait ah non, on a retiré Césaire du programme. Alors là aussi, cette intervention anticulturelle et ce cas de censure grossier, hein, c'est une censure absolument grossière, n'a pas soulevé la moindre indignation de nos grands intellectuels, de nos grandes consciences pour la liberté, l'expression. C'est passé inaperçu, il y a eu 3 lignes dans le Canard enchaîné, c'est tout. Donc, voilà, voilà que quand on veut s'exprimer, voilà la limite. Par contre, on va le voir, tous ces discours sont... quand on relie entre eux tous ces cas, on voit qu'il y a quand même une volonté délibérée du pouvoir d'interdire ce qui se dit sur l'Afrique, et ce qui se dit par des gens autorisés et informés, et qui ont une certaine opinion sur l'Afrique, et que ça passe en France comme une lettre à la poste. Donc il y a une masse, c'est ce qu'on va voir, une masse d'intellectuels, parce que qui sont totalement, et c'est ça qui est peut-être le plus scandaleux, qui trouvent anodines ces mesures du moment qu'elles frappent l'Afrique. Ça ne les intéresse pas, effectivement. Il faut s'interroger pourquoi. Non, juste avant de revenir sur ces gens-là, tu parlais du silence, tu parlais de certaines d'ouvrages qui ont été retirés, par exemple, du programme scolaire, c'est l'exemple que tu viens de donner. Est-ce qu'il y a aussi d'autres pressions qui peuvent être exercées en amont d'une publication, quand on nous dit tel éditeur se refuse de sortir tel ouvrage qui va lui attirer des problèmes, alors même qu'il est sûr que le contenu ne portera pas à la diffamation? Est-ce que, quand on nous dit ça, finalement, on est proche de la théorie du complot, ou est-ce que tu as des exemples qui étayent ce type de thèse? Oui, bien sûr. Je parlais de Mongometti tout à l'heure, ces romans étaient refusés systématiquement par les éditeurs après, hein, les refus, et même avant, puisqu'il avait proposé son livre qui sera Main basse, il avait proposé au Seuil. Et j'ai toujours la lettre par laquelle Jean Lacouture, offusqué, lui refuse la publication de ce livre où il dit du mal de son président. Donc là aussi, en quelque sorte, on n'a pas le droit de dire du mal de son président. Et vous avez cette grande conscience de gauche, n'était pas gêné d'écrire une telle lettre. Donc pression, oui, refus, bien sûr, on n'accède pas à la publication. Oui, ça c'est certain que vous avez des pressions qui s'exercent pour ne pas laisser s'exprimer telle ou telle personne. Bien sûr, c'est la personne qu'il ne faut pas inviter, qu'il ne faut pas montrer. Et je pense que les pressions, par définition, les pressions sont plutôt occultes, difficiles à prouver.
mais elles sont évidemment très présentes et très efficaces. Alors, ça, c'était pour ce qui était du silence, mais il y a quand même des journalistes, des intellectuels qui s'expriment, qui écrivent sur des thèmes en lien avec le développement, avec l'Afrique, avec certains drames même qui peuvent se dérouler là-bas. Je pense à l'exemple du Rwanda. Stephen Smith, il a écrit des bouquins, où il a écrit dans Le Monde à l'époque pour parler du génocide rwandais. Donc là, on n'a pas un silence. Là, est-ce que finalement, cette critique-là, ça ne revient pas à dire personne de ceux qui ne s'expriment n'est d'accord avec moi, donc c'est qu'on les empêche de parler, et on ne laisse parler que ceux qui ne sont pas d'accord? Oui, de toute façon, je pense que la censure, c'est un moment bref, ponctuel, quand le pouvoir est obligé de se démasquer brutalement, mais que ce qui est de plus grave, bien sûr, c'est la propagande. Le mensonge, c'est vraiment... on empêche certaines opinions de s'exprimer, mais des opinions fondées sur la dissimulation, le mensonge patent, la propagande pure et simple sont évidemment pilonnées de façon à imprégner les réflexes collectifs et les fantasmes collectifs. Et là-dessus, alors sur l'Afrique, on a évidemment c'est surabondant, les exemples sont multiples, sont surabondants. L'information, alors les intellectuels et les journalistes sont, il n'y a pas besoin de les censurer puisqu'ils sont convaincus des mensonges qu'ils répandent. Donc vous avez une sorte de propagande multiforme, et l'histoire du journalisme en France sur l'Afrique est très éloquente, hein, dans les grands journaux, dans les plus grands journaux. Simon Gobetti a écrit Même pas sur le Cameroun, c'était pour décrire le procès qui a eu lieu en 1970 au Cameroun contre le dernier chef de la rébellion camerounaise, et que ce procès s'est terminé par une exécution. Aucune règle de droit n'a été respectée dans le procès. Aveux sur bande magnétique, torture des accusés, refus que les avocats qu'ils ont choisi les défendent. Bref, c'était un scandale. Ce procès était, par rapport au droit, vraiment un déni de tout droit. Or, les journaux des grandes consciences françaises comme Le Monde, hein, Le Monde a fait de ce procès une relation absolument scandaleuse. Alors que les accusés n'étaient pas en état de se faire entendre, les articles du Monde, les articles faits par les journalistes du Monde, chargeaient ces accusés, démontraient leur culpabilité, les enfonçaient en quelque sorte, et dans l'indifférence la plus grande, ne faisant aucun commentaire ni aucune information sur les circonstances formelles du procès. Donc c'était un scandale, c'était un pur scandale. Et ce livre, le livre que Gobetti a écrit pour dénoncer ce scandale, a été censuré. Donc vous avez une entreprise soutenue, alors il fallait voir les journalistes du Monde à ce moment-là, c'était effectivement Philippe de Crâne qui a été très très longtemps journaliste spécialiste de l'Afrique pendant des années au Monde. Philippe de Crâne, quand il allait dans un pays africain, la voiture du président venait de l'attendre à la sortie de l'avion, il allait faire ripaille avec le président et il revenait avec un reportage sur le pays. Donc c'était ce genre de journalisme-là, journalisme stipendié, journalisme complice de la dictature, comme encore aujourd'hui du reste, hein, ça n'a guère changé. Mais vous avez... Donc voilà le type de journalisme qu'on avait. Personne ne forçait de Crâne à faire ce métier-là, hein, à faire ce genre de métier, il l'a fait très volontiers. Et c'est donc la conviction de ces gens qui les forçait, le mépris de l'Afrique, le mépris des Africains, et la collusion complète avec les objectifs d'État qui étaient des objectifs d'impérialisme. Donc il fallait répandre pour cela
et Dieu sait si cette opinion a été pilonnée, que les Africains n'étaient pas mûrs pour la démocratie, que de toute façon il fallait tellement d'apprentissage pour eux, donc il fallait gouverner pour eux, il fallait penser pour eux, il fallait agir pour eux, et ça c'était solidement étayé par les écrits de tous ces journalistes. Donc voilà la propagande. Donc un journalisme de propagande qui s'étalait dans tous les journaux, dans toutes. Alors là, c'est un sujet inépuisable, la propagande. Il y a eu Gilbert Comte qui était proche de Chevènement, qui est un écrivain, qui est un journaliste d'abord, qui a été journaliste au Monde aussi. Et Gilbert Comte disait que la France, et j'ai encore trouvé ça dans M. Bockel l'a dit également dans une intervention, la France est là pour apporter la morale à l'Afrique. Donc vous avez... Ça c'est moi, c'est trop fort. Mais donc... bon, ça mais la France apporte la morale à l'Afrique. Parce que évidemment, les Africains n'ont pas de morale. Ce que Mongobetti commentait dans un article de la revue, justement, voilà, avant que le colon arrive, je n'aimais pas ma mère, je ne respectais pas mon père, je n'avais pas le sens de ma communauté, il a fallu qu'on attende des Blancs pour apprendre tout ça. Bon. Donc c'était grotesque. Il disait ces criminelles sottises. Ces criminelles sottises sont inscrites dans le plus réputé des journaux français dits intellectuels. Alors là, tu as évoqué plusieurs choses, on pourrait peut-être détailler. Tu as parlé, entre autres, de collusion entre journalistes et certains pouvoirs en place. Oui. Pour répandre certaines thèses, mais de bien détailler quel est l'intérêt du journaliste qui fait ça, parce qu'il ne reçoit pas un salaire de la cellule africaine de l'Élysée. Eh bien, on n'est pas sûr, parce que justement, si De Crâne a quitté le monde, c'est parce qu'il y avait des bruits comme quoi il était payé par les gens de l'apartheid pour répandre des articles favorables à l'apartheid. C'était pas très glorieux, mais c'est ça qui a été un peu la fin de ça. Et Dieu sait si les gens du régime de l'apartheid arrosaient les journalistes pour qu'ils fassent des articles favorables. Donc ils sont stipendiés, certes, mais il y en a qui sont assez passionnés et assez viscéralement imbus de leur supériorité, ils n'ont même pas besoin d'être payés. De toute façon, ils font de belles carrières, hein, puisqu'ils répandent ils n'ont pas de problème de carrière, puisqu'ils répandent une doctrine qui plaît au pouvoir et qui est favorablement accueillie dans le public. Donc il n'y a pas de problème pour eux, même s'ils n'étaient pas achetés positivement pour faire ce travail. Ils disent ce à quoi ils croient, hein, et ils sont largement rétribués pour le faire. Alors, tu as cité un ou deux exemples. Moi, j'en ai un autre, puisque tu parlais des grands intellectuels. Un grand intellectuel comme Bernard-Henri Lévy a été invité par le pouvoir algérien pour vérifier la véracité de certains propos avancés, à savoir sur les islamistes sur place et sur les élections et sur la reprise, on va dire, de la situation en main par le gouvernement en place. Est-ce que lui, on peut l'accuser nommément, ou d'autres, en tout cas plus récemment, en tout cas, c'est le sens de ma question par rapport aux exemples que tu as cités, des exemples plus proches de nous, de personnes qui pourraient comme ça avoir un intérêt proche ou lointain de certaines thèses? Oui, bien sûr, Bernard-Henri Lévy n'est pas toujours crédible, et même il n'est pas souvent crédible dans ce qu'il dit. Quelquefois, il a des jugements qui peuvent être frappés au coin du bon sens, et d'autres fois, c'est des opinions absolument non étayées. Mais là, c'est lui, c'est pas le plus, je veux dire, c'est pas celui qui intoxique le plus. Hein. C'est léger, il est souvent léger, il a été faire des reportages parfois dont il se vante, mais où il n'a pas été aux endroits vraiment où il dit qu'il a été. Donc c'est souvent il y a souvent un peu d'esbrouf dans ce qu'il dit avoir vu, ce qu'il dit avoir vérifié. Ça c'est sûr, mais ça il partage ça avec beaucoup de journalistes. Mais il y a de véritables
personnage qui intoxique l'opinion. Je pense à Finkielkraut, qui dispose d'une tribune à France Culture payée par nos impôts, où il distille vraiment une propagande éhontée et haineuse contre la fraction de la population issue des anciennes colonies. Et c'est sans pudeur et sans honte, avec des affirmations tout à fait énormes. Et lui, dont des affirmations largement racistes. Or, cette propagande haineuse est subventionnée sur une radio de prestige public. Alors, est-ce que lui, il peut avoir un intérêt, on va dire, un peu matériel, comme d'être invité, comme tu l'as dit pour certains autres journalistes, oui, avec tout le grand luxe et tout le confort dans certains pays, ou est-ce que c'est ce qu'il croit en ce qui est... Ah oui, non, mais lui ne va pas en Afrique, il ne fréquente pas les palais présidentiels en Afrique, comme beaucoup de journalistes, mais c'est quand même une grande situation, une tribune sur France Culture, ça pourrait tourner un peu, parce que c'est pas du tout... c'est quelque chose qui est attribué par le pouvoir, donc c'est de la cooptation, et ce n'est pas... c'est évidemment un privilège exorbitant qui lui est accordé, et avec la jouissance de pouvoir répandre des opinions extrêmement contestables, sans frein et sans opposition, parce que ce qu'il appelle réplique, il se réplique à lui-même. C'est tout, avec des compères, si vous voulez, c'est des répliques entre compères. Et ce se dit sur le fait de ne pas être allé en Afrique, enfin, c'est pas le seul, notamment Pierre Péan qui a écrit un ouvrage que nous, au niveau de survie, on qualifie de négationniste sur le génocide rwandais, qui est d'ailleurs un ouvrage cité en référence par Albert Védrine. Lui, il reproche à François-Xavier Verschave, qui a une autre vision du génocide rwandais et de l'implication de la France, il lui reproche de ne jamais être allé en Afrique, et il dit qu'en gros, il est bien mal placé pour venir donner des leçons d'histoire sur ce qui s'est passé ces 50 dernières années en Afrique, dans la mesure où il n'y a jamais mis les pieds. Oui, donc cet argument est peut-être à double tranchant. Non, c'est pas à double tranchant, parce que, non, je veux dire, Finkielkraut n'écrit pas sur l'Afrique, il n'y va pas, mais il n'écrit pas non plus, mais vous avez les journalistes, en ce moment, et c'est tout à fait d'actualité, qui n'ont jamais mis les pieds au Tibet et qui vous pondent des articles absolument de 4 pages, 10 pages sur un terrain où ils n'ont jamais mis les pieds non plus. Donc, pas besoin, si vous voulez. Ça, c'est une fausse. Et puis, en plus, c'était faux, puisque François Violet est allé un peu en Afrique, il a fait son service militaire, je crois, en coopération en Algérie. Et donc, il a séjourné de longs mois en Algérie, et il était allé aussi dans un autre pays africain. Ce n'est pas, si vous allez, comme ce que j'ai dit de De Crâne tout à l'heure, si le fait d'aller en Afrique, c'est de prendre l'avion, de descendre dans la voiture présidentielle, d'aller ripailler au palais et de revenir avec un reportage sur l'Afrique, vous voyez bien que c'est ridicule. Nous, à Survie, on n'a pas l'argent pour faire ça. Et par contre, on se documente avec les témoignages des gens qui vivent là-bas. Et nous sommes évidemment beaucoup mieux documentés. Ça a été dit aussi souvent à Mongo-Betty, parce qu'il était en exil. Et il critiquait les politiques africaines. On lui disait, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il est en France. Mais il se trouve, et c'est tout à fait remarquable, et ça ridiculise ces critiques, qu'aujourd'hui, en 2008, quand on lit ce qu'il écrivait en 1978, on comprend pourquoi on est là on en est à ce qu'on est en 2008. On comprend la situation de l'Afrique parce qu'il a tout dit en 1978. Il a absolument tout dit, ce qui va se réaliser et ce qui va se vérifier. Donc la parole de vérité, c'était la sienne. La parole de propagande qu'il y avait à ce moment-là, elle paraît aujourd'hui ridicule. À 40 ans après, donc le temps... la propagande se ridiculise. Au bout de 10 ans, la propagande paraît grotesque. Un discours de propagande, qui est un discours de mensonge, est toujours désavoué par l'histoire, par la réalité. Donc il suffit d'attendre quelques années, parfois quelques mois, pour voir les discours de propagande se ridiculiser. Il n'y a rien de plus terrible, si vous voulez, à faire contre ces discours que les citer 10 ans après. Et on s'aperçoit à quel point
c'était du mensonge, c'était du n'importe quoi. Les discours de vérité peuvent tenir 50 ans, 100 ans, ils seront toujours aussi justes. Alors, je voudrais que tu reviennes sur un exemple que tu as cité, tu as parlé du Tibet. Tu sais qu'il y a eu des émeutes récemment, il y a eu plusieurs dizaines de morts, on n'a pas les chiffres précis. Tu dis qu'il y a beaucoup de journalistes qui couvrent le sujet, et tu m'as dit aussi que tu revenais du Cameroun, où récemment il y a eu un autre type d'émeute, et pourtant dont pas grand monde dans cette salle a entendu parler. Est-ce que tu peux en dire un mot? Est-ce que tu peux faire un petit comparatif des deux et donner d'après toi les raisons pour lesquelles on entend beaucoup parler de la première et pas du tout des secondes? Et là, on est en plein dans le sujet, en plein dans le sujet, parce que il se trouve, par le hasard des événements, que ces deux situations montrent beaucoup de points communs. Puisque c'est une population exaspérée qui manifeste, et les manifestations sont réprimées, et cela tourne à l'émeute. Et donc c'est des événements analogues qui se sont déroulés au Cameroun, où la population s'est soulevée massivement contre le régime en place, qui veut se perpétrer par tous les moyens, par tous les moyens de fraude et de manipulation, et une population qui vit un quotidien infernal, de spirale de la pauvreté, de dégradation continue depuis des dizaines d'années de leurs conditions de vie, des conditions inacceptables. Donc les deux, il y a ces motifs politiques d'oppression, ces motifs économiques de pillage. C'est une population qui ne peut plus vivre cette oppression, et qui s'est soulevée massivement dans les grandes villes du Cameroun, et on n'évalue pas encore les nombres de morts parce que le pouvoir empêche l'accès aux morgues, empêche tout décompte, publie avoue 30 morts, ce qui est environ un dixième de la réalité, ou 10% de la réalité. Et pour qu'il ait 30 morts, c'est déjà énorme, parce qu'il ne pourrait pas, ce serait ridicule s'il ne concédait pas cet aveu. Et qui empêche toute enquête, qui empêche toute information, qui menace de mort la seule personne, la seule responsable des droits de l'homme là-bas, qui essaye de faire connaître l'information sur les victimes, Madeleine Affité, et qui est menacé de mort, qui a vu son véhicule détruit, etc. Et on interdit l'accès aux morgues. Donc vous avez des choses absolument effrayantes, et à côté, effectivement, vous avez la population du Tibet qui est colonisée par la Chine, et qui, devant cette oppression chinoise, se révolte. Et là, ça fait 3 semaines qu'on a un pilonnage sur les droits de l'homme, alors que les droits de l'homme sont bafoués de façon au moins aussi scandaleuse au Cameroun. Et il y a eu un petit article par-ci par-là dans la presse écrite, une image fugitive, et puis aucune déclaration officielle, aucune déclaration d'aucune personnalité officielle, ni la secrétaire aux droits de l'homme, ni le ministre des Affaires étrangères, encore moins le gouvernement, et alors les journalistes. Alors là, silence complet. Mais la France défend les droits de l'homme, paraît-il. Alors, elle défend les droits de l'homme dans certaines parties du monde, et d'autres parties du monde n'ont pas droit aux droits de l'homme. Alors qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que vous avez une sorte de mascarade, discours mascarade, qui est en réalité, derrière le discours sur les droits de l'homme, c'est un discours politique. Et la France écrase, puisque c'est quand même la France, la puissance impérialiste, qui est présente massivement au Cameroun, et qui nie opprimer ce pays, alors qu'elle en tire. Pourquoi? Parce qu'elle en tire des ressources absolument pour ces multinationales, et cette oppression économique, diplomatique, etc. est cachée. Il ne faut surtout pas en parler. Alors donc, il ne se passe rien, pas de droit de l'homme. Alors les gens n'ont pas droit aux droits de l'homme. Mais c'est justement une question que j'allais te poser, parce que la différence entre les deux, on parle beaucoup du Tibet et pas du Cameroun, c'est pas qu'au Tibet, il y a une puissance coloniale clairement présente, la Chine, alors qu'au Cameroun, les émeutiers sont
En gros, les Tibétains s'en prennent aux intérêts chinois présents, et au Cameroun, les Camerounais s'en prennent au gouvernement camerounais. Non, ils s'en prennent aux intérêts français. C'est là que vous voulez t'amener. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu 800 guérites du PMUC qui ont été brûlées. Le PMUC, c'est les Corses qui tiennent les paris au Cameroun, les paris sur les courses de chevaux en France. Si bien que l'argent des plus pauvres vient en France, et comme il n'y a pas tellement de contrôle là-bas, ni des paris, ni des jeux, on imagine la grande lessiveuse qu'est ce fameux PMUC. Hein, le fameux PMUC, le clan corse, c'est un clan de Corse, ami de Pasqua, qui tient tous les jeux au Cameroun. Donc, les Camerounais s'en sont pris à toutes les guérites du PMUC, ils s'en sont pris à Total, aux stations Total, et ils s'en sont pris à Orange, à la téléphonie Orange, et ils ne s'en sont pas pris à la téléphonie MTN, qui est la téléphonie d'Afrique du Sud. Non, c'était ciblé, et ils s'en sont pris aux intérêts aussi gouvernementaux, c'est-à-dire à une grande compagnie forestière qui avait un dépôt de matériel à Douala. Théoriquement, c'est une compagnie libanaise, mais la rumeur là-bas dit que c'est un prête-nom pour le fils du président, Franck Biya, qui sévit dans la foresterie de son pays. Il doit des milliards à l'État camerounais, de droits qu'il n'a jamais payé, mais il est citoyen monégasque, il a la nationalité monégasque, qui n'est accordée qu'à quelques multimilliardaires, et il a un immense palais à Roquebrune-Cap-Martin, qui est justement limitrophe de l'ancien palais de Mobutu. Donc voilà le personnage en quelques mots, et les misérables Camerounais s'en sont pris au matériel de cette entreprise, et ils ont fait pour 2 milliards de dégâts, 2 milliards de CFA. Alors, dans l'explication du fait qu'on parle plus du Tibet et pas de l'Afrique, c'est que parce que c'est des intérêts, parce que ça touche à l'État français. Oui, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres a priori qui gouvernent ce type de traitement médiatique de l'information? Il y a ça, il y a le racisme contre les Noirs. De toute façon, ils ne sont pas capables de rien faire, ils sont paresseux. Donc, ce qui peut leur arriver, c'est bien de leur faute. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour se libérer. Ça, c'est le substance de ce livre. Cette théorie est vraiment clairement exprimée dans le livre que nous avons fait ici, quand Stephen Smith, qui était spécialiste de l'Afrique à Libé, puis qui a été ensuite au Monde, a publié cet ouvrage absolument scandaleux, Négrologie, qui a reçu le prix de France Télévisions, qui a été vanté comme un essai extraordinaire du plus grand spécialiste de l'Afrique dans tous les journaux, dans toutes les émissions de télévision, etc. Et quand on le lit, qui exprime les opinions les plus effrayantes. Hein. La paresse des Africains, leur férocité, leur incapacité à se gouverner, c'est un chapelet d'opinions racistes, pour ne pas... Et ça passe pour le plus grand discours d'un spécialiste sur l'Afrique. Dans un consensus total du milieu médiatique. Je ne sais pas si on peut intervenir. Oui, on va... J'avais moi une remarque, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il y a une sorte de main basse, on n'entend pas trop parler d'Afrique, mais il y a des sujets quand même dont on entend pas mal parler. Tu parlais de l'exemple de rabaissement des Africains. Il n'y a pas très longtemps, il y a notre cher président Sarkozy qui a fait quand même une grosse boulette. On ne peut pas dire que cette boulette est passée complètement inaperçue. Il n'y a pas eu un chapeau sur ça, on en a quand même entendu pas mal parler. Oui. Il y a aussi un autre exemple du Darfour, de l'Arche de Zoé, où c'est des sujets quand même qui ont été quand même beaucoup traités par les médias. Donc j'aimerais comprendre pourquoi certains sujets sont abordés. Il y a Kadhafi aussi, quand il est arrivé en France, ça a fait quand même un tabac. Donc j'aimerais savoir pourquoi certains sujets sont bien traités, et puis d'autres sont passés complètement... certains sujets sont pas très bien traités, mais sont traités avec plus de... parce que la France n'est pas mise en cause.
hein, parce qu'il n'y a pas de critique de la France. Partout où il n'y a pas à critiquer la France, on a le droit de s'exprimer. Avec Sarkozy ou avec... Alors oui, alors Sarkozy, parce qu'effectivement, bon, il a fait gros là, hein. Il a fait gros, et... Précise peut-être. Bah, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, etc. Dans la bouche du président, mais ça, c'est ce qui était écrit dans le livre de Smith. Donc, c'est exactement les propos qui étaient... simplement, Sarkozy est assez bête, hein, j'hésite devant un autre mot, pour dire ça tout haut. Et parce que Chirac n'est certainement pas plus moral que lui, mais lui, il y a des choses qu'il ne dit pas, parce qu'il est assez intelligent. Mais... je pense, c'est peut-être pas de la bêtise, mais c'est peut-être un mépris plus, et c'est ça, c'est plus inquiétant, il est peut-être plus imprégné, si vous voulez, de cette propagande de base, puisque il est vraiment, il n'est pas très cultivé, si vous voulez, Sarkozy. Il avouait que sa lecture d'enfance, de jeunesse, d'adolescence, était Podium. Donc, il n'a pas pu s'inscrire beaucoup sur la politique internationale là-dedans. Donc, vous avez... Et son discours a été écrit par Guénaud, qui est du calibre de Gilbert Comte, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un nationaliste chauvin total. Donc, bon... Ça a fait effectivement un petit scandale. Il ne faut pas dire qu'il y ait eu une énorme comment dirais-je, une énorme protestation en France, et ça a été démonté par quelques journalistes, effectivement. Mais ce qui s'est passé autour de ce discours est assez intéressant, parce que les textes quand même les plus intéressants ont été écrits par des intellectuels africains. Beaucoup plus. Alors c'est plus le relais, si vous voulez, pour la première fois de ce qu'ont dit ces intellectuels africains que la pertinence des articles qui ont été écrits ici. Et il y a quand même des couacs, parce que les Africains eux-mêmes ont écrit ce livre qui s'appelle « L'Afrique répond à Sarkozy ». 27 contributions dans ce livre, et il y a eu dans le monde, toujours, une lettre, c'est bizarre, parce que c'est quand même un journaliste du Monde, et il a fait paraître son opinion sur le livre dans le courrier des lecteurs. Savoir pourquoi, et si bien que le Monde a refusé de publier la réponse de quelques auteurs. Il a écrit une lettre absolument haineuse contre ces rancœurs des Africains qui n'avaient pas parlé d'avenir, mais qui avaient... lui-même avait en son temps vaguement critiqué le discours de Sarko, parce que ça faisait bien à l'époque, mais quand des Africains ont fait une vraie réponse dure, eh bien, il a trouvé les mots les plus injustes et les plus offensants pour les stigmatiser. Et il disait, son titre, c'était, ou sa première phrase, c'était l'histoire d'amour ambiguë que l'Afrique a avec la France. Quoi ? Quelle histoire d'amour? Alors, si on nous a fait le coup des bienfaits de la colonisation, si on nous fait le coup maintenant de l'histoire d'amour, franchement, voilà, ce serait une histoire d'amour vaguement bizarre, mais c'est tout. Donc rien que cette ouverture de son article est quelque chose d'exaspérant. Ce qu'il y a entre la France et l'Afrique, c'est pas une histoire d'amour. C'est des relations de colonisation, c'est des relations féroces, de domination, de massacre, de colonisation, des relations qui doivent s'assainir, qui doivent progresser. Ça ne veut pas dire qu'on... Si on rappelle ce qu'a été cette histoire, hein, on nous terrorise avec pas de repentance, dolorisme mémorial, etc. Il y a tout un dispositif verbal de terrorisme pour empêcher les Africains de parler, encore, hein, pour les empêcher de parler, pour les terroriser, pour ne pas qu'ils s'expriment. Et vous avez... nous, on a quand même avec les Allemands un certain contentieux historique, hein, et avec les Anglais donc. Mais c'est nos copains maintenant, c'est nos copains, on est bien avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on s'est abstenu de dire l'histoire. C'est
et on n'a pas qualifié nos relations conflictuelles et dans quel conflit avec l'Allemagne d'histoire d'amour ambiguë. Hein. On les a qualifiées de guerre, de féroce, guerre féroce, de conquête, d'écrasement, etc. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont si on veut que les choses s'assainissent. Justement, on a parlé de tout ce qui est le plus douloureux, on va dire, mais il y a des choses dont les médias parlent. On parlait, le titre de la conférence, c'est médias et développement. Le reste de ce qui concerne le développement, les actions d'aide sur place, etc. Peut-être que tu peux dire un mot là-dessus sur la façon dont c'est traité dans les médias. Oui, bien sûr, parce que quand vous allez sur Internet, vous tapez aide au développement, vous avez 3 millions de références. Faites l'expérience, hein, vous verrez, c'est dans cet ordre-là. Quand vous tapez sur pillage, vous en avez 100 000. Hein. Donc les deux discours sont tout à fait disproportionnés et le discours de l'aide au développement explose. Hein. On aide, sauf que la réalité est à l'inverse, puisque la réalité est exactement à l'inverse, puisque le pillage, les chiffres du pillage, c'est-à-dire les chiffres des valeurs qui sortent de l'Afrique en marchandises et en capitaux, sont 6 fois plus élevés que les flux qui entrent en ce qu'on appelle l'aide. Donc, et ça, personne ne peut nier cette réalité, personne ne peut nier cette réalité financière. Donc l'aide est une goutte d'eau dans le pillage. Mais on ne parle que de l'aide, on ne parle pas du pillage. Donc là aussi, il y a une distorsion totale, et on arrive à des conclusions évidemment racistes. On n'arrête pas de les aider, mais ils ne s'en sortent pas, donc ils doivent avoir quand même quelque chose de bizarre. Et on augmente encore le mépris, mais on voit l'aide comme quelque chose qui se déverserait sans fin, et de façon... mais mécaniquement et logiquement, quand on regarde la réalité des flux financiers, des flux l'Afrique ne peut que s'appauvrir, puisque tout ce qui sort est 6 fois plus élevé que ce qui y entre. En gros, si je résume les 4 grands points qu'on a abordés, avant de laisser la parole à la salle, de poser des questions, tu as parlé de la censure officielle par des moyens soit réglementaires comme le décret, qui était encore le cas dans les années 70, ou par des moyens judiciaires, des procédures judiciaires comme ça a été le cas, ou une tentative en 2000, de certaines pressions, ou plus exactement une sorte de... qu'on pourrait appeler quasiment de corruption passive de certains journalistes en leur offrant des moyens de confort et de visite tout à fait à leur goût pour éviter qu'ils ne voient les choses et parlent des choses qui fâchent. Et puis, ce dont on vient de parler, c'est des questions de racisme qui imprègnent la vision qu'on peut avoir, qui glorifie finalement l'aide qu'on prétend apporter et qui cherche à minorer complètement notre responsabilité dans la situation sur place, par le passé et par des situations présentes, puisque c'est des exemples que tu as donnés. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Vous faites signe. Je vous demande des questions assez courtes. Merci. Moi, j'aurais une question par rapport au traitement médiatique des émeutes que vous avez évoquées au Cameroun. Est-ce que dans d'autres pays de l'Union européenne ou dans d'autres pays développés, entre guillemets, on en a parlé? Hélas, non. Hélas, non. Et c'est ça, effectivement. Ça a été à peu près la même chose qu'en France, un peu plus peut-être qu'en France, mais si vous voulez, l'intérêt de ces pays est très peu orienté vers les questions qui ne sont pas utiles politiquement. Hein, c'est des morts qu'on ne peut pas exploiter politiquement, donc personne ne s'en occupe. En ce moment, il y a pire. En ce moment, quand on parle, alors effectivement, vous avez sur le Soudan, vous avez un dispositif médiatique absolument considérable et assez souvent, il faut le dire, mensonger. Nos jeunes Zoé l'ont montré, puisqu'ils n'ont trouvé, ils voulaient ramener des enfants qui n'étaient ni orphelins ni soudanais. Donc, sauver les orphelins du Soudan, encore faut-il les trouver.
Donc, par conséquent, ils ont été les pauvres victimes, sans doute, de toute cette tempête médiatique. Victimes, je pense que ils ont été victimes eux-mêmes hein, de ce pilonnage médiatique. Mais, vous savez, dans l'Est du Congo en ce moment, des centaines de milliers de victimes dans l'anarchie guerrière qui règne, où vous avez 4 ou 5 armées, dont l'armée nationale du Congo RDC, qui pillent, qui tuent, qui volent, les uns, quand c'est pas les uns, c'est les autres, quand c'est pas telle armée, c'est telle, enfin, c'est des chefs de guerre, c'est vraiment le règne de ces chefs de guerre qui disposent et qui ravagent toute la population. Personne ne parle de ces morts-là. Personne. Qu'est-ce qu'il y a derrière hein? Ben, on vous dira, de toute façon, c'est des sauvages, ils se tuent entre eux. Ça, c'est Smith, version information à la Smith. En réalité, il y a ce qui entretient la guerre, c'est deux choses. C'est d'une part les extractions minières de minerais précieux, diamants, or, coltan, etc., qui continuent et qui sont monnayés pour financer les guerres. Et les acheteurs ne mentent pas. Les acheteurs ne mentent pas. Les acheteurs, c'est tous les pays, en particulier tous les pays occidentaux, qui ont besoin de ces matières premières. Ils ne crachent pas dessus et ils les ont de toute façon. Donc, c'est la voracité des pays développés pour ces matières premières qui finance la guerre. Et d'autre part, c'est la guerre, et c'est la guerre moderne, c'est une guerre financée par les affaires, financée par la spéculation. Même plus, on ne peut pas dire c'est les Français, c'est la finance internationale qui finance la guerre. Et d'autre part, les trafiquants d'armes. Tous les trafiquants d'armes internationaux, encore une nébuleuse effrayante, sur lesquels alors là, Kouchner n'entend jamais de ces trafiquants d'armes. Personne ne se ligue, aucune de ces nations qui défendent les droits de l'homme ne va aller à la chasse aux trafiquants d'armes. Au contraire. Donc, voilà ce qui nourrit, parce que les armes ne sont pas fabriquées en Afrique. Hein. Elles entrent en Afrique. Et donc, cette guerre ignoble, cette guerre où périssent tant d'innocents, cette guerre qui ensanglante depuis des années, puisqu'on en est à des chiffres par millions, ça se compte par millions dans les 10 dernières années, personne n'en parle. Il n'y a pas de vedettes, il n'y a pas de vedettes qui vont se la photographier sur le terrain. Il y a Bernard-Henri Lévy n'a pas encore découvert ce coin du monde. Donc, voilà. Voilà les droits de l'homme. Comment nous défendons les droits de l'homme. Le Grand Congo, enfin l'ex-Congo belge, le Zaïre, maintenant, il y a eu quand même des émissions radio, France Inter, il y a eu quand même des points racontant qu'il y avait des sectes qui semaient entre les familles des enfants sorciers. Ça, on a parlé de ça. Oui, bien sûr, parce que on focalise trop, hein, parce qu'il y a un certain... on focalise trop sur enfants sorciers ou des choses comme ça, où on fantasme beaucoup, et où on raconte beaucoup de stupidité. Parce qu'il y a des enfants dans les rues, ça c'est sûr, puisque on est tellement au-dessous du seuil de pauvreté que, évidemment, les parents sont morts parfois, en tout cas les enfants des rues, c'était quelque chose qui existe au Brésil, où la police les tire à vue. C'est quelque chose qui existe évidemment dans les grandes capitales africaines. Bon, mais ce n'est pas vu d'un point de vue politique, c'est vu d'un point de vue sorcellerie. Et ça me gêne beaucoup parce que tous les racontards sur... ça plaît, si vous voulez,
voulez, au fantasme sur l'Afrique. Il y avait, j'ai vu des reportages du Figaro l'été dernier, où une jeune femme vient raconter à des journalistes occidentaux comment sa belle famille l'a condamnée à mort parce qu'elle a fait ceci, parce que cela. Et à chaque fois qu'elle raconte cette histoire, les journalistes lui filent la pièce. C'est dire, elle la raconte souvent. Mais il y a donc on aime ici les petites choses ponctuelles qui correspondent au fantasme. Mais l'exposé des grands ressorts politiques qui réduisent ces pays-là à ce qu'ils sont, personne ne le fait jamais. Donc, un pittoresque de la misère, oui, ça marche, ça sort. Et puis surtout, c'est ici comme c'est ici comme ça, c'est comme ça en Afrique. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est l'Afrique, c'est comme ça. On ne va pas chercher les causes. Hein, on ne va pas chercher les causes historiques, les causes logiques, les causes. Il n'y a pas de discours sur les causes. Du tout. Donc il n'y a pas de rationalisation. C'est comme ça parce qu'on est en Afrique. Et Gide disait, justement, qui pensait que l'homme européen était tellement supérieur, il accusait les langues africaines de ne pas avoir d'expression de la cause, mais simplement de l'expression du comment, et pas du pourquoi. Donc il pensait qu'ils étaient inférieurs intellectuellement. Or, nous, dans notre information, nous avons beaucoup de comment ça se passe, mais jamais de pourquoi. Donc nous sommes sous-développés intellectuellement quand même. Oui, bonjour madame. Donc ce soir on a beaucoup parlé en fait de l'image en fait, des pays du Sud en France. Moi j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous parler un petit peu de l'image des pays du Nord dans les pays africains. Si vous pouvez nous parler un peu de la qualité de l'information là-bas, comment est-ce qu'ils voient les pays du Nord, et puis peut-être pour ouvrir un petit peu le débat avec les enjeux de l'Internet et un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter. Oui. Alors, ils sont très colonisés ils sont très focalisés sur ce qui se passe au Nord. Vous n'imaginez pas à quel point l'élection présidentielle en France est discutée dans les chaumières en Afrique. Bon, alors qu'ils n'en ont rien à foutre finalement, parce que de toute façon, que ce soit un président socialiste ou un président de droite, ce sera la même chose pour eux. Donc, ils sont très colonisés, oui, ils sont très assujettis. Est-ce que c'est un tel qui va gagner? C'est comme un match de football, hein, pour eux. Donc, comme ils reçoivent la télé, leur télé étant tellement nulle, la télé d'État au Cameroun, j'aime mieux vous dire que c'est absolument imbuvable, inregardable. Donc ils sont branchés, le peu des gens qui vont sur la télé, ils sont branchés sur les télés comme les télés francophones, hein, ils sont branchés sur les télés sur la TV5, sur CFI, etc., où ils assistent à tous les événements de la vie française, qu'ils discutent. Bon, ça c'est une sorte de colonisation, parce que pendant ce temps-là, ils n'ont rien sur leurs propres problèmes. Rien. Aucune information. Les journaux, c'est la même chose. Ils n'ont pas de... Donc c'est une forme d'intoxication, d'une certaine façon, hein, d'avoir cette information surabondante sur le Nord, alors qu'ils n'ont pas d'information sur ce qui se passe chez eux. Et RFI aussi est extrêmement écouté. Et si RFI dit des choses qu'on ne dirait pas en France, RFI est peu entendu en France, donc on peut se permettre de dire des choses, c'est parce que si RFI ne parlait pas de certains sujets de façon plus libre, les gens écouteraient la BBC en français, parce que la BBC couvre les pays francophones avec des émissions en français. Donc, bien que RFI soit financé par le ministère des Affaires étrangères français, que son budget soit entièrement financé par le ministère des Affaires étrangères, c'est là qu'il y a le plus, d'une certaine façon, d'informations sur ce qui se passe dans ces pays-là. Relativement, mais c'est relativement quand même. Ils ne peuvent pas se priver de ne pas parler, ils ne peuvent pas ne pas parler de certains sujets.
Je vous le dis parce que les anglophones le feraient et ils sont en concurrence. Donc, voilà, si vous voulez. Donc, il y a une colonisation des esprits de ce point de vue-là. Il y a on fantasme beaucoup, on fantasme beaucoup sur la vie, évidemment, vue à la télé. Mais c'est comme le spectateur français moyen qui fantasme sur les feuilletons américains, sur les intérieurs américains, les belles cuisines, les grosses bagnoles, bref, c'est quand même l'opium du peuple aussi tout ça. Hein. Donc vous avez toute cette imagerie, évidemment, qui fait rêver et qui est extrêmement prégnante. Alors, par contre, sur l'Internet, l'Internet est une opportunité extraordinaire parce que ça permettra aux jeunes de lire des tas de discours qu'ils ne liraient pas autrement, d'aller choisir. Il y a tout sur Internet, mais ils peuvent se guider eux-mêmes suivant leurs désirs. Et c'est évidemment, ça c'est quelque chose qui tourne la censure. Hein. C'est quelque chose, et c'est probablement quelque chose. C'est pour ça que les émeutes de 2008 ne subiront pas le même sort, ne tomberont pas dans le même oubli peut-être que les émeutes de 1994, parce que entre les deux, il y a la médiatisation par Internet qui est une forme d'information qui va évidemment permettre aux gens là-bas de connaître beaucoup de choses sur ce qui se passe chez eux, ce qui se passe chez eux, et ça c'est essentiel, de se faire leur propre information sur ce qu'ils vivent chez eux, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à des kilomètres de chez eux. Juste avant, je ne sais pas si tu l'as fini, juste avant la question suivante, une petite précision, je ne résiste pas, par rapport à RFI, puisque tu en as parlé. Le problème va changer, puisque dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel international français, RFI, France 24, TV5 fusionnent et se retrouvent sous la direction de la grande journaliste Christine Ockrent, qui n'est autre que l'épouse des affaires étrangères qui financent, et c'est les affaires étrangères qui financent l'ensemble. Tout se passe en famille. Oui, une question. André Gide, tout se passe en famille. André Gide s'était marié avec sa cousine. C'est un petit détail, mais pour une personne qui cherche la signification de l'homme, se marier avec sa cousine, c'est quand même... Qu'est-ce que vous reprochez à Gilles? C'est pas grave, oui. Il n'a pas été cherché, moi. Une question, madame, était aussi l'observation. Personnellement, comme beaucoup de gens imaginent ici, je suis là. Je suis sympathisant de Suivi et je pense que le travail de l'association est extrêmement important depuis des années pour dénoncer la France-Afrique. Cela dit, je pense que vous faites fausse route lorsque vous avez un discours qui devient caricatural, qui devient manichéen, et particulièrement à l'égard des journalistes. C'est pas parce que je suis d'ailleurs que j'en parle comme ça, pas du tout. C'est que je pense que le travail serait plus efficace si vous aviez une vision non globalisante de ce monde des médias et des journalistes. Les médias sont en effet extrêmement absents. L'information sur l'Afrique est très absente. Et ça, c'est à dénoncer. Et nous, en tant que citoyens, nous devons dénoncer ça, nous devons demander, exiger une information véritable concernant l'Afrique, et en particulier, évidemment, les intérêts français en Afrique. Mais je pense que c'est une erreur de mettre dans le même sac tous les journalistes et les médias. Les médias d'un côté et les journalistes de l'autre. Je pense qu'il faut faire une distinction. Les médias, en particulier les médias audiovisuels, ont évidemment qu'un seul intérêt, qui est un intérêt aujourd'hui commercial. À partir du moment où ils ont cette idée préconçue que le public ne s'intéresse pas à l'Afrique et au tiers-monde, c'est comme ça et ça restera comme ça. Ça ne bouge pas. Par contre, certains journalistes, certains individus, parce qu'ils sont conscientisés, pas seulement parce qu'ils veulent faire leur travail. Le travail de journaliste, c'est un travail, je crois, digne dans son image, dans son idée. Certains journalistes font leur travail correctement et je pense que vous avez tout intérêt, nous avons intérêt, en tant que survie, en tant que militants, etc., à souligner ce bon travail et pas à mettre en avant des Philippe de Crème, je ne sais pas si je pense qu'il est déjà mort, ou il est enterré, ou presque. C'est très vieux tout ça, c'est très vieux. On est dans une autre période, maintenant. Et je pense que vous avez, on a cité des radios, on a cité des reportages, d'ailleurs il y a eu plusieurs exemples de gens qui ont dit, mais l'information, quelquefois,
prend l'un ou l'autre. Je crois qu'il faut la valoriser, c'est vraiment très important, plutôt que de mettre tout ça dans le même sac. Et je dirais que votre petite observation sur Tinkle Group me paraissait extrêmement caricaturale. Extrêmement caricaturale. Ah bon? Ben, on va remettre une couche si vous voulez, parce que, hélas, je ne vous avais pas donné beaucoup d'exemples. Donnez-moi des exemples de journalistes qui passent de l'information sur des médias, sur l'Afrique. C'est pour un exemple? Parce que l'ordre des questions n'est pas suffisant. Si c'est pour un exemple. Donc, juste 2 exemples, vous pouvez regarder sur le site du Monde actuellement, vous avez 2 reportages vidéo, un sur une inondation d'une mine dramatique en Angola pour des raisons qu'on imagine bien, c'est-à-dire exploitation économique féroce, et un autre reportage sur l'épisode des Comores qui met de manière virulente en cause la France, sur le site du Monde actuellement. Oui, je ne dis pas le contraire, c'est pas sur... mais j'en ai cherché sur le Cameroun, des émeutes au Cameroun, j'en ai pas trouvé, hein, donc c'est quand même très... Ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs je l'ai dit moi-même, c'est très ponctuel, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, j'ai dit que c'était extrêmement ponctuel, extrêmement limité. Non, quant à Finkielkraut, je pense que vous ne l'entendez pas souvent, parce que vous ne l'écoutez pas avec des oreilles d'Africain, parce qu'il s'est quand même rendu... je pense que la seule déclaration qu'il a faite, que les filles de France étaient black, 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 aurait dû l'éliminer du service public français. C'est point final. Parler de RFI, comme vous avez parlé tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais juste dire au monsieur qu'il y a le journal de France 2 qui est retransmis 1 heure après, chaque soir au Congo, par exemple. Donc tout le monde attend le journal de France 2 au Congo, tous les soirs. Et moi, je voudrais en fait poser une question sur RFI, par rapport au fonctionnement de RFI qui est financé, qui représente en fait la France en Afrique, et qui a des correspondants africains sur place. Il se trouve que, par exemple, en ce moment, il y a Moussa Kaka qui est en prison, qui fait son travail de journaliste, qui apparemment donc, qui ne plaît pas au pouvoir nigérien. Et certaines réactions disent que voilà, ce sont des journalistes qui ont commencé à prendre un peu la grosse tête, qui commencent à se tourner. Est-ce que il ne serait pas l'otage d'une certaine liberté que prend RFI par rapport à l'information sur l'Afrique? Moussa Kaka serait l'otage de... Moussa Kaka, est-ce que... Oui, on ne comprend pas trop par rapport... Non, ce qui se passe au Niger en ce moment est extrêmement... Il y a des intérêts violents qui s'affrontent, bien sûr. Il a été emprisonné parce qu'il a été interviewé les rebelles Touareg dans le nord du Niger, et on lui a donc mis sur le dos une inculpation de trahison, de haute trahison, par rapport à la nation nigérienne. Bon, c'est tout à fait politique, bien sûr. Il est toujours incarcéré, et RFI se bat pour le faire libérer. Mais il y avait des journalistes français qui ont été pris avec lui, ils ont été très vite libérés, ils ont été libérés au bout d'une semaine ou 2, je crois. Mais lui est toujours, depuis 6 mois, en prison, parce qu'il est nigérien, donc il avait évidemment beaucoup plus de vie, personne ne le défend, comme on aurait pu défendre des journalistes étrangers. Donc il est tout seul là-bas, effectivement, en prison, ce qui est le sort de beaucoup, pas simplement des correspondants de RFI, ce qui est le sort de beaucoup de journalistes en Afrique, au Tchad en ce moment, il y a des journalistes incarcérés, il y en a qui ont été assassinés. Au Cameroun, il y a régulièrement des journalistes qui sont incarcérés, qui sont menacés de mort. La situation là-bas est extrêmement dure pour la presse.
Et la presse dite privée au Cameroun n'existe pratiquement plus, tellement les conditions qui lui sont faites sont dures et inacceptables. Donc, effectivement, c'est l'information sous des dictatures. Bon, l'information dans une dictature, on n'y croit pas beaucoup. Donc, même s'il y a un tape à l'œil, même s'il y a théoriquement une pluralité de la presse, ça ne veut pas dire grand-chose, évidemment, dans un régime dictatorial. Voilà la question. Alors, je vais vous poser une question et j'attends de vous une réponse qui puisse me rassurer. En tout cas, au témoin d'un doute, il y a une rumeur qui court dans certains milieux, surtout en Afrique, que certains réseaux d'adoption d'enfants en Afrique ont pour but inavoué d'alimenter l'industrie pharmaceutique en enfants cobayes d'expérience. Voilà. Qu'en est-il exactement? Alors, lorsqu'on reçoit une telle information, tout de suite, on balaye d'un revers de la main. Mais après, quand même, on se souvient qu'il y a quelques précédents. Par exemple, au Nigeria, il y a déjà eu un procès sur ce genre de choses qui se sont vérifiées. Alors, côté modèle. Oui, ça, c'est de toute façon, c'est des choses occultes. Et je ne pense pas que ce soit quand même quelque chose de très organisé. Ce qui a été, ni que ça existe beaucoup, je ne crois pas beaucoup. Ça aussi, je pense que c'est en grande partie fantasmatique. Il faudrait trouver des choses précises, les trafics réels et sur lesquels on peut documenter particulièrement, c'est les trafics de prostituées. Ça, c'est les jeunes femmes, les très jeunes femmes même. C'est les pratiques, ce qui est documenté aussi, c'est le tourisme sexuel des Occidentaux, en Afrique comme il peut y avoir Mali, il peut y avoir donc, vous avez toutes ces, en Proche-Orient, en Asie, vous avez, c'est une véritable industrie, industrie avec une clientèle occidentale riche. D'ailleurs, ce qu'on l'avait dit, qu'irions-nous faire dans ces pays, infestés de moustiques, si ce n'était pas pour ça. Donc, c'est très décontracté ici, ça se suffit à soi-même comme trafic. Et vous avez toute cette exploitation déjà qui demande à être documentée précisément. Et ce qui avait été réel aussi, vraiment, c'était au Centrafrique du temps de Bokassa, on faisait des prises de sang aux enfants même pour alimenter les stocks de sang en France. Ça c'est vrai. Il y avait des prélèvements de sang. On ne les tuait pas, mais il y avait des prélèvements de sang dans les écoles pour alimenter des banques de sang, ça c'est sûr. Mais ça existe aussi à Haïti, les Haïtiens. Alors là c'était gratuit, puisque en France on ne fait pas payer le sang. Donc c'était des prélèvements entièrement gratuits. À Haïti, beaucoup de gens sont très affaiblis parce qu'ils vendent leur sang. Et il y a des gens, effectivement, dans les pays, je crois que c'est en Inde, où on fait des propositions d'achat d'organes à des gens, acheter un rein, parce qu'ils sont très très pauvres, et on leur propose une certaine somme pour... ça existe aussi, c'est assez bien documenté. Mais quand on fasse... je ne pense pas que vous ayez des filières d'assassinat d'enfants pour des expérimentations. On fait des expérimentations aussi en Afrique, on fait des expérimentations. Les laboratoires ont une population. Il y a eu le scandale d'un médicament, d'un laboratoire américain qui a, sur les prostituées de Douala, fait l'expérimentation d'un médicament contre le sida. Et pour cela, on les a encouragés à ne pas se protéger, parce que si elles se protègent, on ne pourra pas voir si le médicament est actif ou pas. Donc c'était des conditions déontologiques, comme on dit, extrêmement douteuses. Et celles qui ont été contaminées dans ces cours d'expérimentation, on n'a pas pris en charge leurs soins. Donc il y a des tas de pratiques, évidemment, très douteuses et très même criminelles, qui se font à travers cette recherche
cette recherche médicamenteuse. Et ça, c'est bien documenté. Vous parliez de pays du Sud, on a parlé beaucoup du Sud, mais on n'a pas parlé de l'Amérique latine, et j'aurais voulu faire un parallèle parce que c'est exactement la même chose qui se passe avec l'information sur l'Amérique latine. On diabolise Fidel Castro, Chavez et Evo Morales, alors que, parce que justement il se passe des choses dans ces pays et qui ne vont pas du tout dans le sens des intérêts ni des États-Unis ni des pays occidentaux, donc il me semble qu'on peut retrouver exactement, avec d'autres noms, dans le monde comme dans d'autres journaux, dans d'autres médias, exactement les mêmes préjugés, les mêmes propagandes, ici, en France en tout cas. Et par ailleurs, je voulais quand même souligner que ces pays, donc le Venezuela, Cuba et aussi la Bolivie en moindre mesure, ont initié des politiques très actives de coopération avec beaucoup de pays du Sud et en particulier des pays africains. Je ne sais pas si au Cameroun, mais le Venezuela en particulier a beaucoup d'échanges et de coopération. En plus, il y a un peu la référence à l'origine de beaucoup les Afro-Américains ont des liens donc avec l'Afrique, on fait référence à ces liens en tout cas, et à une dette qu'on a envers l'Afrique. Et je pense que c'est important de le signaler parce que moi je pourrais vous donner des noms pour l'Amérique latine dans le monde, dans d'autres médias qui font exactement le même travail. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, bon, il y a des différences, même si on peut faire le parallèle, parce que vous aviez la Tricontinentale qui faisait ces relations. Déjà, hein, c'est dans les années 70, vous avez eu la conférence de Bandung qui a voulu fédérer les pays du Sud, hein, asiatiques, africains et américains, qui avaient une cause commune, qui étaient les pays dits sous-développés, avec Pérou, avec bien d'autres, avec effectivement Cuba, avec aussi le leader de l'Indonésie, son nom m'échappe pour l'instant. Donc, effectivement, mais en France particulièrement, le cas de l'information sur l'Amérique du Sud est différent parce que, par exemple, un exemple encore très précis, et facile à vérifier dans les archives, c'est le traitement de l'Afrique du Sud dans le monde diplo, par exemple. Le traitement de l'Afrique du Sud est très... Alors, les progressistes français, les tiers-mondistes français, massivement, ont fait une critique, ce livre a une critique très documentée sur l'impérialisme des États-Unis en Amérique du Sud. Et ça a été très... Il y a eu des films, un film de Costa Gavra, il y a des films, il y a des œuvres, il y a eu beaucoup de productions, de documents et de journaux sur la domination, sur tout ce qui a été dit sur le coup d'État contre le président du Chili, Allende, oui, tout cela, c'était très bien, c'était très bien. Il y avait quand même une bonne information, au moins dans la gauche française, sur ce... Or, il n'y a pas eu ça sur l'Afrique, parce que d'innombrables leaders africains ont été assassinés sans que la gauche française s'émeuve beaucoup, parce qu'elle a un sens, si vous voulez, un peu chauvin, qui hésite à porter le fer de la critique dans les rapports de la France avec ses anciennes colonies, où on est beaucoup plus réservé. Donc, ce que je disais, c'est pas tout à fait le même traitement. Alors maintenant, effectivement, vous avez l'hystérie de l'extrême droite, et encore Finkielkraut, il a encore le malheureux, il s'est encore compromis là, il a été signé des choses contre Chavez, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec Chavez? Qu'est-ce que Chavez lui a fait? Bon. Donc vous avez effectivement cette furie contre des gens. Chavez a ramené c'était à 50 ou 60% la part de son pays dans les revenus du pétrole, il l'a porté à 80%. Hein, il a voulu renégocier les contrats avec les multinationales du pétrole, etc. Bon. Le délire contre Fidel Castro, c'est la même chose, la propagande de Reporters sans frontières, de Ménard contre Fidel Castro,
quand il y a eu quand il y a des typhons, des ouragans dans les Caraïbes, à Cuba, on ne dit jamais qu'il y a, pourtant Cuba subit les ouragans comme tous les autres, il y a pratiquement pas de morts à Cuba, et il y a 1000 morts en Haïti à côté, parce que Cuba a des mesures de protection de la population, un dispositif de sauvegarde et de protection civile des populations. Ça, on ne le dit jamais. Quand il y a eu le Katrina aux États-Unis, Fidel a proposé une centaine de médecins aux États-Unis qui n'en avaient pas assez pour soigner la population. Et donc on ne parle jamais évidemment de cela, on dit c'est un dictateur, etc. Donc il y a effectivement tous ces partis pris qui sont des partis pris de propagande idéologique. Sûrement qu'aucun régime existant n'est piloté par des saints sortis du paradis et parfaitement irréprochable, ça va de soi, et la critique est permise, et on peut dire ce qui est. Mais de là à l'hystérie, vous me parliez tout à l'heure de manichéisme, alors là, vraiment, sur Cuba, le manichéisme bat son plein, c'est vraiment... ça, j'ai encore jamais rien vu d'aussi manichéen. Comme je le retourne, je vous propose de prendre 3 dernières questions de personnes qui m'ont déjà fait signe. Pour information, l'Afrique continentale, et le mouvement des non-alignés qui regroupe les pays du tiers-monde a été relancé à Cuba, à La Havane, et ça, on en parle. Oui, c'est l'espoir bien sûr. Et l'espoir est dans l'espoir est dans l'union entre eux des gens du Sud. Et moi, ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire, enfin de plus prometteur, c'est la fondation d'une banque du Sud. C'est effectivement, il faut que les pays du Sud, dont les économies sont pillées, fassent leur propre dispositif économique, et en particulier, pour faire pièce à la Banque mondiale, ce début d'une banque du Sud est très très prometteur. Oui, tu viens d'évoquer tout à l'heure. Moi, j'aimerais demander, est-ce que tu sais les raisons qui ont fait que pendant très longtemps, le monde diplomatique a été complètement bloqué. Il ne disait rien sur la France-Afrique. Bon, ça s'est débloqué il y a quelques années maintenant. Mais je trouve qu'il y a encore... à part, il y a eu un effort louable là à l'automne, un 4 pages vraiment intéressant sur l'esclavage, assez complet, assez bien informé. Mais on parle encore trop de l'Afrique que quand il y a, là où il y a des guerres, ou là où il y a... Mais il n'y a pas d'article de fond sur le développement ou les blocages au développement en Afrique pour qu'on puisse comprendre... Et je me demandais du coup, la chose dont parlait le monsieur tout à l'heure, effectivement, si on ne pourrait pas entreprendre une campagne, puisque c'est des journaux où il y a un comité de lecteurs, pour demander quelque chose dans ce sens. Oui, tout à fait, parce que... pourquoi c'était bloqué auparavant? Oui, parce que c'est une question c'est une question là aussi qui touche... à l'autocritique. En France, c'est très difficile de critiquer ce qui est français. Les Français même ne critiquent pas. C'est peut-être ça comme dans tous les autres pays, encore que je crois qu'aux États-Unis, l'opposition est beaucoup plus sévère. L'autocritique par certains milieux, pas tous bien sûr, mais il y a quand même des milieux extrêmement critiques et qui disent des choses extrêmement dures sur leur propre régime et sur leurs propres agissements. Et c'est une garantie de progrès, parce qu'ils arrivent quand même à faire bouger les choses, donc c'est dans l'intérêt de leur propre pays. Un pays comme la France qui déteste l'autocritique est évidemment un pays qu'on peut considérer comme décadent. Et il y a beaucoup d'indices de ça. Cette peur de la critique n'est pas un signe de santé. Mais vous avez effectivement, je vous donne juste un petit exemple. Nous, on a fait de 78 à 92, on a fait cette revue Peuples noirs, Peuples africains, qui est un bimestriel de 250 pages en moyenne, avec des articles de fond.
de tous les jeunes africains, dont certains se sont fait des noms depuis, c'était d'une très grande qualité, hein, de rédaction. Eh bien, nous n'avons jamais, pas une seule fois, été cités dans la revue des revues du Monde Diplôme. Nous avions des abonnements aux États-Unis, en Allemagne, nous avions des abonnements en Afrique du Sud, nous avions des abonnements dans toutes les universités qui voulaient s'informer sur l'Afrique dans le reste du monde. Mais en France, on avait un minimum. On a eu 3 ou 4 abonnements dans des institutions françaises spécialisées, pas plus. Et on n'a jamais eu, je vous dis, la moindre mention. Pourtant, il suffit qu'une revue apparaisse, vive 3 mois et disparaisse pour être mentionnée dans la revue des revues du Monde Diplôme. Donc ça, si ce n'est pas un indice, mais ce que nous disions était insupportable. Hein? Ce que nous disions était insupportable. On a eu des critiques absolument extrêmement haineuses qui ont été faites à l'égard de notre revue. Excusez-moi, mais je ne comprends pas, parce que c'est pas parce que Fidel Castro a décidé, dans sa grande bonté, de proposer son médecin aux États-Unis, que ça ne fait pas de lui un dictateur, et que je comprends tout à fait justement l'opinion internationale et le fait qu'elle soit aussi sévère à son égard. Et je sais bien que tous les hommes politiques ne sont pas des saints et qu'ils commettent tous des actes assez répréhensibles, mais je trouve que franchement, lui, il a vraiment dépassé les bornes des limites et que... Pardon. L'histoire jugera. Excusez-moi, mais vu comment il prive de liberté la population cubaine, comme il l'a fait, parce qu'il a le pouvoir, mais je trouve que c'est amplement justifié, en fait. Oui, oui. L'hystérie à son égard. Bien sûr. Mais demandez-vous si un blocus de 50 ans ne rend pas quelqu'un parano. Qui est assassin là-bas? Bon. Faites subir à ces petits peuples, à cette petite île, un blocus comme ce qu'ils ont. Vous croyez que ça va les aider à vivre heureux? Et alors là, la plus grande puissance du monde a imaginé pendant 30 ans tous les moyens qu'elle pourrait avoir de se débarrasser de ce mec-là. Bon. Elle y a pas réussi, si elle n'y a pas réussi, c'est qu'il s'est défendu quand même. Bon. Alors est-ce qu'il valait mieux qu'il disparaisse tout de suite comme Lumumba? Cuba serait comme Haïti aujourd'hui, hein? Un bordel américain, comme c'était avant d'ailleurs Fidel Castro. Alors certes, ce serait un plus grand héros, parce que ce serait un Lumumba des Caraïbes. Bon. Les héros sont ces gens-là, vraiment un bon leader du tiers-monde, c'est un leader mort. Comme on disait, un bon Indien, c'est un Indien mort. Donc, dernière question. Ouais, plus par rapport à la censure à nouveau et par rapport à Survie, est-ce qu'il y a des cas actuellement récents de censure, notamment des publications de Survie? Je pense au dossier noir ou leur oublié d'Afrique. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, récemment, qui empêchent Survie dans sa communication et je veux dire, à part le fait que peut-être peu de gens s'y intéressent, mais est-ce qu'il y a des pressions importantes, que ce soit par des éditeurs ou des choses comme ça? Non, pas de pression. On a des éditeurs militants, à gauche, des éditeurs militants donc, qui travaillent avec nous. Le problème, nous, c'est d'exister alors qu'effectivement, nous n'avons pas de relais médiatique. Ça, c'est ces fameux relais médiatiques, mais comment dirais-je, Internet est quand même très bien de ce point de vue-là, parce que ça permet effectivement de court-circuiter la mainmise sur les médias. Et ça, c'est donc ce bouche à oreille qui a toujours été celui des gens qui voulaient changer quelque chose. Hein. On ne veut pas avoir un discours aussi critique que le nôtre et avoir tous les micros qui se tendent pour répercuter notre parole. Il faut accepter cette lutte au jour le jour, il faut accepter de vider la mer avec une petite cuillère, mais bon, après plusieurs petites cuillères, on y arrive.
Donc, il vaut mieux ça que... Donc, vous avez bien sûr ces difficultés à percer, mais je pense que notre voix, quand même, se fait entendre derrière effectivement, ce silence, ce poids du silence qui est fait sur ce qu'on peut faire. Voilà, Odile, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot ou... Je pense que c'était... Ok. Merci. Il reste à vous remercier. On peut encore discuter.